Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par changement de destination d'un bâtiment? La définition qu'on peut trouver sur le site entreprendre.servicepublic.fr, c'est le changement de destination consiste à modifier l'affectation de toute partie d'un bâtiment. Par exemple, vous pouvez transformer un commerce en habitation et inversement. Donc à partir de là, on se pose la question de la destination. Qu'est-ce qu'une destination? Il faut savoir que c'est le code de l'urbanisme qui vient définir l'ensemble des destinations. Elles sont 5, donc c'est le petit tableau que vous avez là, mais que vous n'arrivez peut-être pas à bien lire. Je vais vous lire les 5 destinations principales. Donc, l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, et pour finir, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Ça, c'est les 5 rubriques principales. Et ensuite, vous avez 20 sous-destinations qui permettent de voir un petit peu, par exemple, pour habitation, vous avez logement ou hébergement. Et dès lors que vous allez changer d'une rubrique à l'autre, le changement de destination va être nécessaire. Et en fonction des cas de figure, vous aurez soit à faire un permis de construire, soit une déclaration préalable. Donc ça sera des choses qui seront à voir par la suite. Et donc, ce qu'il faut penser aussi, c'est que ces changements de destination vont affecter des bâtiments qui n'étaient pas pensés à la base pour de l'habitat. Donc là, j'ai fait un petit panel un petit peu de projets qu'on peut rencontrer nous au quotidien dans notre exercice en CAUE, avec justement, par exemple, vous avez des anciens garages, un ancien moulin, des dépendances, une menuiserie ou bien encore une gare. Autant d'éléments voilà, qui font qu'on n'était pas sur de l'habitat à la base, en tout cas pas de l'habitat humain. Là, c'était une notion que je voulais aussi évoquer avec vous, c'est que bien qu'on n'hébergeait pas d'humains, il peut y avoir toute une faune aussi dans ces bâtiments anciens, notamment en pierre. Et donc, ça, c'est un autre point de vue qu'il faudra bien sûr penser, c'est comment on fait pour faire cohabiter biodiversité et habitat. Ça serait peut-être l'objet d'un prochain rendez-vous d'ailleurs. Et donc, de manière plus générale, pourquoi s'intéresser aux bâtis existants ? Tout simplement parce qu'en fait, on hérite aussi de plusieurs années d'aménagement un petit peu sans contrainte. Donc là, pour vous donner quelques facteurs, c'était aussi, là vous avez une vue aérienne de 49 d'une commune de Loire-Atlantique, et en 2016, son expansion et son étalement urbain. Là, c'est une commune que je suis, mais potentiellement toutes les communes de Loire-Atlantique ont eu une expansion urbaine parce qu'il y avait une abondance de foncier et de ressources, justement. Il y avait aussi la facilité à construire sur un terrain vierge. À l'époque, on ne se posait pas la question du foncier et de ce que ça va devenir. Ensuite, on peut l'apercevoir sur ces cartographies, l'agriculture qui s'est profondément modifiée avec le remembrement et donc énormément de terrains qui ont été recomposés pour une agriculture beaucoup plus industrielle. Et donc voilà, justement, tout ça a fait que la démographie a aussi beaucoup changé. Il y a eu un exode rural, les modes de vie ont évolué. On peut aussi noter un désintérêt pour le petit patrimoine à l'époque. C'est vrai qu'une maison en pierre n'avait pas grande valeur, peut-être par rapport à une certaine idée de la modernité aussi qu'on pouvait se faire avec le rêve un petit peu pavillonnaire, d'avoir son propre pavillon et sa propre maison dans un lotissement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye de faire différemment et de repenser complètement les choses. Pour continuer, peut-être quelques chiffres, juste pour mettre en perspective un petit peu le sujet. La Loire-Atlantique est un territoire toujours plus attractif. On l'entendait notamment avec 17 000 nouveaux habitants chaque année en solde positif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent, mais en balance, on a 17 000 nouveaux habitants. Et pourtant, il faut accueillir de plus en plus, mais sur beaucoup moins de foncier, parce qu'il y a cet objectif justement d'arrêter de consommer du foncier. Et donc là, si on prend justement, c'est ce que vous avez en haut à droite, le plan départemental de l'habitat 2022-2027, donc qui vient d'être arrêté. On est sur des objectifs de 12 000 logements à construire par an, dont 5 000 logements sociaux sur cette période, 40 logements à l'hectare artificialisés à l'horizon 2030, ce qui équivaut à 2 fois moins d'artificialisation. Et donc, à l'objectif 2050, avec le ZAN, le zéro artificialisation net, on doit justement atteindre le zéro. Donc, c'est des vrais enjeux aujourd'hui, avec justement à la fois cet enjeu démographique d'accueillir de la population, et en même temps de réussir à bien l'accueillir tout en préservant la biodiversité.
Donc ça, c'est des choses qui semblaient importantes à mettre en lumière. Avec aussi quelques notions sur la démolition. Le fait qu'aujourd'hui, mine de rien, on continue toujours de démolir beaucoup de bâtiments qui ont une qualité, qui ont un facteur carbone quand même intéressant à prendre en compte. Et donc, si on prend quelques chiffres comme ça, qui sont issus de l'Alliance HQE, on est à 42 millions de tonnes de déchets pour la démolition liée au bâtiment. C'est plus que les ménages qui représentent 30 millions. Par contre, beaucoup moins que les travaux publics où on est à 185 millions. Et ils estimaient en 99 le coût de la démolition à 2,54 milliards d'euros. Donc là, c'est juste pour vous dire que la démolition, avant, semblait quelque chose d'évident ou de logique. Aujourd'hui, il faut penser différemment. Et comment on peut justement essayer de penser le bâti comme un déjà là, qualitatif, et qu'on peut potentiellement faire muter. Et donc, un changement de paradigme qui semble nécessaire, justement, avec le faire avec l'existant. Donc là, c'est pour illustrer, donc là, c'est une ancienne petite chapelle qu'on a sur le territoire, et malheureusement, qui est en train de tomber complètement en ruine. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de pouvoir faire prolonger la vie d'un bâtiment. C'est à la fois écologique, pour des raisons de réemploi, justement, c'est aussi sociétal, c'est continuer de faire vivre ce patrimoine, de permettre sa transmission. Le volet culturel, bien sûr, là qui plus est sur un patrimoine remarquable, et aussi économique. Ça permet mine de rien de relancer des filières, de faire perdurer certains métiers peut-être un petit peu plus oubliés. Et donc c'est tout ça qui aujourd'hui anime notre volonté d'agir au sein du CAUE. Et donc faire évoluer le bâti, oui, mais pas n'importe où. Là, c'est encore une autre image issue d'un accompagnement. Il ne faut pas oublier que là, par exemple, ce que je voulais illustrer par cette image, c'est la prédominance de l'agriculture en zone agricole, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose qui semble aussi important. Il ne faut pas que les activités se nuisent les unes les autres. Pas n'importe lequel non plus. On va le voir un peu plus tard dans la présentation, mais un bâtiment qui peut changer de destination a de fait quand même une architecture intéressante. C'est notamment le cas du moulin qu'on a complètement sur l'image à gauche, où on voit un patrimoine marie-ligérien très intéressant. Par contre, peut-être que les deux appentis en parpaing et toiture métallique, eux, n'auraient pas d'intérêt à être justement réhabilités. La photo du milieu, justement, on peut se poser la question de ce petit pavillon avec son appentis en pignon qui commence justement aussi à s'effondrer. Et après, petit clin d'œil juste à côté, avec cette notion de ruine. Ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Beaucoup de personnes viennent me voir en disant bah, « j'ai acheté une ruine, je voudrais la réhabiliter ». La ruine, c'est quelque chose de très dangereux, notamment d'un point de vue législatif. Si jamais un agent immobilier vous propose une ruine, pensez-y à 2 fois avant de vous lancer, parce que justement, on ne peut pas réhabiliter une ruine. Et donc, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, mais en tout cas, il faut savoir que quand on a moins de 3 murs entiers encore debout, en théorie, on est sur une ruine, justement. Et donc, faire évoluer le bâti, oui, mais pas n'importe comment. Là, c'est une image qui est assez marquante, en tout cas nous, qui nous a marqué au CAUE, avec justement cette isolation thermique par l'extérieur, où on a justement cette petite vierge qui se retrouve un peu complètement isolée, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, mais alors avec une perte évidente d'identité et de patrimoine. Et donc c'est qu'est-ce qu'on arrive justement à transmettre aussi aux générations futures. Et donc, dès lors qu'on va avoir un changement de destination, on souhaite quand même qu'il y ait une notion de qualité architecturale. On ne va pas transformer un bâti ancien en le dénaturant complètement ou en arasant ses pignons, par exemple. Et donc, là, pour illustrer les enjeux actuels concernant le bâti existant, une photo d'un projet de l'agence Bertin Bichet, où là, c'était la transformation justement d'un ancien garage en loft. On verra un autre projet tout à l'heure un petit peu dans le même esprit. Où là, quelques enjeux, encadrer donc la mutation de manière qualitative, mais tout en l'adaptant aux usages d'aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est sur un bâtiment qui n'était pas de l'habitation, et en même temps, on veut avoir de la lumière naturelle, on veut avoir un certain confort, donc ça demande certains choix. Ensuite, de réussir à concilier les qualités du bâti ancien, donc de reconnaître ses qualités intrinsèques, et en même temps réussir à le faire évoluer. On le voit bien avec les questions d'énergie qui arrivent là et qui sont encore plus sur le devant de la scène, réussir à trouver un entre-deux tout à fait qualitatif.
Et ensuite, un vœu pieux un peu qu'on fait au CAUE, c'est d'inciter massivement à la rénovation, la restauration et la réhabilitation du bâti existant. Et ça, on espère que ça passera par des politiques publiques très ambitieuses, justement, pour permettre cette mutation qualitative. Et donc là, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je me suis permis d'aller fouiller un peu dans certains PLUI du département et j'ai trouvé une vue aérienne pour vous montrer un peu le principe de zonage en urbanisme, où là vous allez avoir juste ici une masse, on va dire, agglomérée qui correspond à la zone urbaine, la zone U, avec différents zonages. Ensuite, tout ce qui est en jaune, ça va être les zones agricoles. Et après, toutes les zones naturelles. Et donc là, on va avoir un patchwork un petit peu qui nous permet de savoir dans quel secteur on va pouvoir évoluer et quelles règles vont aller de pair. En zone urbaine, on se dit souvent, bon, bah, c'est beaucoup plus facile parce que justement, on est sur une zone qui doit pouvoir être densifiée. C'est un enjeu, justement. On a tous les réseaux qui arrivent, toutes les routes. Donc, le but, c'est de densifier, mais pas n'importe comment, justement. Et donc, par exemple, juste la question du stationnement peut être quelque chose d'assez épineux. On accepte toujours plus de densification. Par contre, à Nantes, on a par exemple tous les systèmes de tram, de busway ou autres qui permettent de contrecarrer un peu cette question du stationnement. Mais dans d'autres communes plus rurales, quand on a un immeuble de bourg ou de ville qu'on veut diviser en appartements, comment faire pour gérer le stationnement? Et donc avec parfois des documents d'urbanisme aussi qui vont amener certaines contraintes. Et parfois des documents d'urbanisme un peu plus vieillissants, on va dire, ou en tout cas plus anciens, qui sont un petit peu caduques déjà, et donc qui vont poser d'autres questions et parfois quelques soucis réglementaires. En zone naturelle, là, on le voit bien, c'est la prédominance justement de cette qualité, notamment au niveau là, des marais. On n'est pas très loin de Nantes, mais dans ce très beau site de marais où on sent bien la thématique de l'eau qui est à préserver justement. On n'imagine bien sûr pas construire là, mais même si on construit à côté, comment on fait pour maintenir l'équilibre des milieux et justement la richesse de la biodiversité. Et donc en zone naturelle, on ne peut pas construire. Et pour finir, la zone agricole, où là justement c'est un hameau, c'est une photo qui a environ 10 ans qu'une collègue m'a montré, je l'ai trouvée très intéressante. On a juste un peu peur que ce hameau ait beaucoup muté justement parce qu'il est un peu resté dans son écrin. C'est-à-dire qu'on a très peu les clôtures par exemple, ça reste très ouvert, vraiment dans une logique plutôt rurale, de rusticité. Et en même temps c'est comment il va pouvoir évoluer parce que c'est un bâti vraiment qualitatif et donc ça demande un regard justement assez fin pour le faire évoluer dans de bonnes conditions. Petit rappel aussi, en zone agricole, seuls les agriculteurs peuvent construire en lien avec leur activité. C'est-à-dire que même un agriculteur qui arrive à justifier justement du besoin d'être là 24 heures sur 24 peut potentiellement construire sa maison. Par contre, la maison est indissociable de la ferme, justement. Et donc voilà, ça c'est un des sujets aussi qui est assez important, la mutation de ce bâti très qualitatif. Et donc, par contre, dès lors qu'on autorise potentiellement le changement de destination en zone agricole, il faut remplir certains critères. Donc là, la liste n'est pas exhaustive, mais les critères principaux, c'est déjà ne pas nuire à l'activité agricole. Donc ça, c'est-à-dire que dès lors qu'on propose ou dès lors qu'on permet à un habitant de s'installer, on peut potentiellement créer un tiers par rapport à l'activité agricole. Et donc, ça pourrait empêcher l'agriculteur de se développer ou de diversifier son activité. Donc ça, c'est la première chose, c'est la règle de réciprocité, on appelle ça. Ensuite, il faut une qualité architecturale existante, indéniable, on va dire, donc moyennant des critères, mais par exemple, une porcherie en fibrociment n'a aucune logique à muter vers de l'habitat, parce qu'on est sur un bâtiment qui n'a pas de qualité propre. Et après, un autre point quand même important, c'est vu qu'on est souvent très loin des réseaux, il faut pouvoir être autonome avec un assainissement individuel. Et donc là, pareil, toujours le PLUI où je suis allé un petit peu me balader. Je voulais vous montrer concrètement comment on voit si un bâtiment peut changer de destination ou non. C'est la petite pastille rouge que vous avez, pardon, hop, juste ici. Là, ça peut prendre différentes formes. On dit souvent étoilé, un bâtiment étoilé, c'est-à-dire qu'il a été repéré pour pouvoir changer de destination. Là, c'est une petite pastille rouge. Et donc, ça veut dire que le bâtiment qu'on voit complètement sur la droite, ici,
peut potentiellement changer de destination. On le voit parce que dans sa volumétrie, il est resté intact. On a une génoise ici sous forme de corniche qui est assez intéressante et des ouvertures qui ont encore été très peu modifiées. Par contre, on voit un enduit ciment qui fait que la maçonnerie ne respire pas du tout. Et après, on peut juste avoir un petit peu peur quand on voit la maison à côté qui a, elle, été déjà isolée par l'extérieur avec ce bardage en ITE. Donc, évolution possible, oui, mais comment? Là, ça sera le projet qui sera à voir. Et donc, un message aussi que je voulais vous faire passer, c'est que le changement de destination peut s'avérer complexe. Ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Souvent, je vois des personnes qui arrivent en disant, voilà, je veux poser les toilettes ici et la cuisine là. Avant tout, déjà, on regarde au niveau urbanisme comment ça peut se faire. Et donc, en amont, n'hésitez pas à solliciter le service urbanisme de votre commune pour déjà essayer de voir les possibles, de venir nous rencontrer, soit ici à Nantes, soit dans les différentes intercommunalités, pour déjà échanger avec l'architecte conseil. Et pourquoi pas faire appel à un confrère ou une consoeur justement pour faire une étude de faisabilité. Si vous souhaitez aller plus loin, on le verra avec un projet tout à l'heure, très intéressant. Et donc, un outil quand même dont je parle beaucoup, et là je souhaitais vous le faire la promotion ce soir, c'est le certificat d'urbanisme opérationnel, le CUB. Ce document donc, qui peut se faire directement en ligne et qui permet de vérifier la faisabilité d'un projet. On n'en est pas encore au projet architectural, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir à quoi va ressembler précisément le projet, mais c'est déjà de vérifier est-ce que c'est faisable ou pas faisable. Et un site de ressources qui a été créé donc, par le CIE 44 il y a quelques temps, qui s'appelle Rénover sa maison 44, et qui donne vraiment une masse d'informations assez importante, avec justement donc, des fiches infos, des fiches techniques et des fiches projets. Et par exemple, j'ai extrait juste une de ces fiches-là, que vous pourrez peut-être consulter un petit peu plus tard ou aller sur le site justement, mais qui montre la diversité de vocabulaire qu'on peut avoir dans le projet. Donc par exemple, la rénovation, la restauration, la réhabilitation. On n'a pas la même logique de projet derrière chacun de ces mots. Et donc pour finir, le changement de destination nécessite un travail à plusieurs échelles et par plusieurs acteurs. Au démarrage, c'est déjà un repérage fin lors de l'élaboration du document d'urbanisme, c'est-à-dire tout ce travail de pastillage d'étoiles permettant d'indiquer si un bâtiment peut muter ou pas, il faut quand même le faire. Et c'est un travail fin qui demande un arpentage global de la commune. Donc ça, c'est un peu la base. Ensuite, le pétitionnaire qui arrive pour tiens, je veux acheter ce projet-là, je me projette pour faire telle ou telle habitation. Donc ça, c'est la genèse du projet. Et ensuite, la conception d'un projet alliant à la fois la qualité du bâti ancien et l'adaptation aux enjeux actuels. Et donc ça se passe avec un professionnel. Et donc nous, on ne peut qu'encourager le recours à un architecte pour faire ça, parce que c'est justement c'est complexe. Et c'est ce que vous allez voir dans les 3 projets qui vont suivre. Ou autrement, par un maître d'œuvre, bien sûr. Et donc, avant de passer la parole à mes confrères et consoeurs, je voulais faire un petit zoom, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la bibliographie, sur un projet qu'a réalisé Philippe Madec, donc un architecte très connu pour son manifeste, justement, pour une architecture frugale. Mais donc, c'est un projet qui montre la genèse entre une écurie, donc c'est ce que vous voyez juste ici, un bâtiment qui était dans le Finistère Nord, qui était un petit peu à l'abandon, dans une carrière, et tout le travail qu'il a fait pour à la fois garder ce patrimoine lié au terrain, à la carrière qui était juste derrière, à cette maçonnerie de pierre très qualitative, et en même temps à l'adaptant aux enjeux modernes. Donc l'intérieur, voilà, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans une écurie parce que tout a été revu justement avec une certaine logique de rusticité justement, où on revient au béton de chanvre par exemple, avec un enduit chaud-chanvre à l'intérieur pour éviter l'effet parois froides, un système de ventilation naturelle qui a été permis justement parce qu'il a réussi via la loi LCAP, justement, à prouver qu'il arrivait à faire aussi bien qu'avec un système classique de ventilation mécanique contrôlée. Et donc toute la notion de qualité de l'air aussi, avec des cloisons bois porteuses, clouées et non collées. Et donc ça, c'est un projet qui est expliqué dans le bouquin qui est disponible justement juste à l'accueil. Si vous voulez le feuilleter, n'hésitez pas, et qui explique vraiment toute cette logique de projet.
Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Pour vous introduire le sujet un petit peu, là, je vais passer la parole donc, à trois agences qu'on a souhaité mettre en valeur avec ma collègue donc, Anne Gontier, paysagiste, avec qui on travaille sur le rendez-vous, pour aller plus loin, justement, et pour pouvoir montrer concrètement trois projets. Le premier, un loft dans une cave viticole, donc dans le vignoble nantais, par Alexandra Crémois, justement architecte de Tipeee Architecte. Jamétrie, donc là, un projet en zone agricole avec Judith Busson et François Catoni. Et pour finir, un projet du collectif Faro avec Pauline Barlier et François Péchereau, ici en ville, du côté de Rosé. Donc je vais passer la parole à Alexandra.